Bonjour, je suis très content d'inaugurer la session technique. Je voulais vous montrer quelque chose qui est en cours de développement, c'est plutôt un retour sur expérience et puis peut-être le début d'un projet. C'est une manière de simplifier le calcul de travaux parallèles sur plusieurs plateformes, aussi bien Mac, Windows, téléphone, etc. Donc déjà, oui, je vais me présenter. Je suis du laboratoire ETIS, donc à Cergy. On était dans Robotex et on est partiellement dans Robotex 2. Et voilà, on travaille beaucoup sur la robotique, mais alors plus la robotique bio-inspirée, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de comprendre comment le cerveau fonctionne, on essaye de le modéliser et de faire des systèmes basés dessus. Donc c'est pas forcément des choses à base de deep learning, etc. C'est plus des choses où on est plus dans le détail presque du neurone par neurone. C'est pour ça que ça peut être un peu différent des approches plus classiques. Donc là, je vous montre juste un petit exemple de quelque chose que j'essaie de faire. J'espère que la vidéo, voilà, va fonctionner. Donc là, bon, c'est du tracking assez classique, assez simple. Mais l'idée, c'est que j'ai tout recodé très facilement en le faisant vous voyez, c'est une interface web en JavaScript. Et ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai quasiment rien fait. J'utilise pas de librairie externe, je veux dire. Je fais directement ce carte graphique, je code ce que je veux faire pour chaque neurone. Et voilà, ça fonctionne. Je ne vais pas vous montrer l'algo parce que je ne l'ai pas encore publié, mais je vais vous montrer le logiciel que j'utilise pour le faire. Donc l'idée c'était, il y avait plusieurs problèmes dans notre labo avec les robots. C'est toujours la même chose, dès qu'on a quelque chose qui fonctionne, on veut pouvoir vérifier ce qui se passe, monitorer en permanence, etc. Donc l'idée ce serait de pouvoir prendre sa tablette, doit se connecter sur le robot, voir ah ok la batterie est à tel niveau, etc. Bon, c'est aussi ce que fait Ross, mais justement, je vais vous montrer qu'il y a un lien avec Ross. C'est que ce soit simple à installer, parce que souvent les frameworks avec CUDA ou autres, il faut des drivers, des fois un peu pénibles selon les langages qu'on va utiliser. Donc ce serait d'utiliser évidemment la puissance de la carte graphique en faisant ce qu'on appelle du vrai parallélisme. C'est parce que ça, c'est typiquement ce que nous on fait dans le laboratoire, c'est qu'on veut essayer de simuler donc un peu le cerveau, donc vraiment des neurones parallèles. Et souvent, quand on utilise des frameworks, il y a des allers-retours CPU, carte graphique, parce que souvent la carte graphique nous aide à faire du code qui devrait être séquentiel. Quelquefois, il est séquentiel, il est découpé avec plusieurs méthodes pour pouvoir être parallèlisé, et après il revient un peu comme du code classique. Que là, vraiment, ça force même philosophiquement, donc ça peut être un défaut, à vraiment tout faire en parallèle. Et puis, ouais, voilà, c'était surtout ça, c'est que souvent les étudiants, ils passent beaucoup de temps à installer leurs drivers, leurs trucs. Ils ont des configurations, ils ont pris leur portable, donc ils ont une configuration pas standard, etc. Ils sont sous Windows, enfin, ça dépend. Et donc voilà, donc là l'idée c'est que ça puisse marcher partout. Donc là, je vous remonte juste encore une autre sorte d'interface graphique. Donc là, je fais du tracking de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez le petit point rouge en haut. Voilà, là, où ça suit mes yeux. Et voilà, il y a des outils de debug, on voit très bien, et c'est pourtant un truc web standard. Et j'aime pas du tout le JavaScript, parce que c'est un langage qui est quand même pas facile à débugger, etc. Pas forcément très efficace. Mais vu que j'utilise la carte graphique, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'en fait le JavaScript, je l'utilise que pour faire juste l'interface, et tout le calcul est fait en OpenGL via WebGL. Donc pour faire ça, j'ai utilisé la librairie S3JS, qui est vraiment, parce que j'en avais essayé plein, il y a plein d'autres systèmes qui nous permettent de le faire. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle est vieille, elle est faite pour les jeux, entre autres en ligne, et donc elle est assez stable, est très bien documentée, et je m'en sers pas énormément, je m'en sers juste vraiment pour me simplifier la vie, pour pouvoir faire pour pouvoir mettre mes composants OpenGL, quoi. Donc ouais, je vais regarder sur l'écran. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir à décrire qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, je veux prendre mon image qui vient de la caméra. Donc ça c'est une fonction JavaScript mais qui est simplifiée par CGS. Je la convertis en grille et puis ensuite par exemple ici je fais un gradient. Pardon. Je fais un gradient. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on voit le code ici du shader. Donc c'est-à-dire que alors shader, tout le monde ne fait pas forcément de la 3D, c'est typiquement quand on a une texture en OpenGL, donc quand on a un dessin d'une texture qui va être appliquée sur un cube par exemple, on va pouvoir pour chaque pixel demander à la carte graphique de faire un traitement particulier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque pixel, on va le représenter comme un neurone.
Et ce neurone, il va pouvoir voir une autre texture qui représente un groupe de neurones et faire un traitement. Je sais, ici, c'est un gradient, par exemple, donc on se décale à chaque fois d'un petit peu et on fait le calcul. Et ce qui est sympa, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer en direct, mais j'ai une vidéo au cas où, c'est que ça se compile à la volée. Donc déjà, c'est aussi bien optimisé que si on l'avait fait dans un langage comme du C ou du Python ou n'importe quoi, puisque ce qui compte, c'est que c'est le langage qu'on envoie à la carte graphique et qui sont envoyés par n'importe quel autre langage, c'est pas grave. Là, c'est vraiment du C qui est interprété par la carte, enfin, qui est exécuté par la carte à la volée. Et ce que j'aime bien pour les étudiants et même pour faire mes tests, c'est que si jamais je fais un changement ici, c'est immédiatement renvoyé à la carte graphique et je vois le résultat ici immédiatement. Donc je veux changer le gain, zoomer, toutes des choses que quelquefois on est obligé de recompiler si on n'a pas des langages très simples, typiquement comme du C. Ici, on teste tout, mais c'est quand même optimisé puisque ça a été recompilé pour la carte graphique. Donc ouais, voilà. Donc ici, je déclare juste que j'ai 3 groupes. Donc j'ai ma caméra, j'ai mon convertisseur en ton gris et puis j'ai mon gradient qui est fait. Et puis mon gradient, automatiquement, je peux ici le décrire. Et c'est assez particulier pour ceux qui connaissent pas le langage pour justement traiter les textures. C'est qu'on a un seul programme pour un pixel, donc pour un neurone. Et évidemment, il est exécuté en parallèle un très grand nombre de fois. Mais ce qui fait que c'est vraiment très simple, il n'y a même pas de boucle, il y a tout ça. Et ça, c'est l'intégralité, j'ai rien fait de spécial. J'ai en plus de 3 entrées, c'est-à-dire dx, dy, qui me permettent de lui passer des informations depuis le CPU. Ici, c'est pour pouvoir changer, pour avoir des réglages, par exemple. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai en entrée, j'ai mon image d'entrée qu'en entrée. Voilà, donc là, je vais vous montrer la vidéo, je pense que ce sera plus fiable. Voilà, donc là, on me voit bouger. Si ça saccade, c'est que c'est plus la vidéo, mais sinon, le logiciel d'origine, il saccade pas, lui. Et voilà, donc on voit ici que j'ai décrit mon truc. Je peux zoomer tout ça. Bon, ça, c'est des trucs classiques. Et puis, on voit en permanence que ça va très très vite pour s'exécuter. Bon, c'est des opérations très simples. Etc. Et donc l'idée c'est que l'affichage là que vous voyez de la caméra ou de mes résultats intermédiaires, etc. C'est une texture aussi, mais c'est indépendant, c'est-à-dire que j'ai une partie qui me permet de décrire l'affichage et une partie qui me permet de décrire le calcul. Donc ça c'est un truc pas mal, c'est que si on veut zoomer, enfin débugger une sous-partie, on n'a pas besoin de modifier le programme principal, enfin le calcul, pour pouvoir faire l'affichage, et c'est le même principe, c'est que c'est en direct. C'est-à-dire, oh mince, j'ai oublié de montrer telle sorte d'information. C'est pas grave, en direct, je peux le changer. Je me le mets à me l'afficher. Alors, ça marche bien quand c'est sous forme de pixels. Si jamais on veut faire du vectoriel, c'est-à-dire faire des graphes ou des choses comme ça, il faut effectivement, là je l'ai pas développé encore, mais je vais le développer, de pouvoir faire des graphiques 2D, 3D, etc. Pour l'instant, c'est vraiment adapté que pour des textures, c'est-à-dire des matrices, quoi. Donc voilà, vous voyez, je change en direct. Ici, des informations, vous étiez peut-être en train de le voir pendant que je parlais. Et on voit que sans même recompiler quoi que ce soit, dès que j'ai changé ma valeur, ça a un effet sur mon calcul. Donc sur la version actuelle que j'ai faite, je fais quand même un système de play, stop et pause, parce que si jamais on pilote un robot, c'est vrai qu'on ne veut pas forcément qu'il y ait immédiatement le résultat sur le robot. On va dire c'est du JavaScript, comme on se met à piloter le robot, c'est là que ça va être, je vais pouvoir me connecter avec Ross par exemple. Donc là voilà, je pense que vous avez vu un peu le genre de ce que c'est. Donc là c'est un exemple de communication avec Ross, donc c'est vraiment basique, donc il y a une librairie très bien faite, Rosslib, donc je sais pas si parmi vous il y en a qui l'utilisent. C'est en fait, il y a un petit, dès qu'on a Ross qui est installé quelque part, on peut lancer un petit nœud qui sert de serveur, WebSocket. Et ça fait qu'un autre programme en JavaScript externe peut s'y connecter et grâce à la librairie Rosslib, très facilement interpréter les valeurs et les remettre en forme dans son programme JavaScript sans avoir besoin d'installer Rust sur le client. Et c'est ça qui est bien parce que Rust c'est quand même des fois lourd à installer selon si on a Ubuntu 18 ou 22 et on récupère, c'est vraiment, voilà, c'est du JSON, on récupère vraiment toutes les informations qu'on peut avoir besoin. Et voilà, et donc là, j'avais donné cet exemple pour des étudiants
il y a un vrai robot qui renvoie ses coordonnées de type odométrie. Et puis, eh ben, il a un client externe, peu importe, hein, son téléphone, son ordinateur, tout ce qui est un navigateur. Il se connecte et il peut afficher la batterie, sa position, voilà, faire un petit affichage. Donc ça, c'est indépendant du programme que je viens de vous montrer, mais c'est en JavaScript aussi, donc l'idée c'est de connecter les deux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, par contre, c'est le programme que je vous avais montré à la base, donc Noradoc. Et comme avant on récupère l'image d'une caméra, d'une webcam, ici par exemple, on peut récupérer l'odométrie d'un robot. Donc on a juste à donner, bon voilà, ça c'est juste pour dire que c'est pas une caméra mais c'est du type ROS. On donne le nom du topic. Et puis ben, je sais pas si vous connaissez comment ça marche les sous-topics en ROS, mais souvent il y a plein d'informations qui viennent avec un topic, donc on va lui spécifier qu'est-ce qu'on veut vraiment afficher. Et ça devient une texture normale qui est passée à la carte graphique. Et ensuite on fait le traitement comme on voit comme j'avais fait le traitement du gradient, on peut faire le traitement de n'importe quoi. Et puis il y a 2-3 options d'affichage. Par exemple, je lui demande que ça affiche un graphe en 1D. Donc là, c'est les choses que j'avais commencé à faire. Bon, tout est à 0, donc on voit pas, mais il y a un petit trait. Et si jamais le robot se met à bouger, eh ben on va voir le petit trait qui change comme un graphique 1D. Donc ça, ce serait peut-être malin d'utiliser une librairie externe pour vraiment faire des beaux graphiques. Mais ben, un peu comme ici où j'ai utilisé Plot.js, qui fait vraiment des graphiques classiques sans s'embêter. Donc voilà, donc, je voudrais juste regarder le temps. Voilà. Donc voilà, donc c'est basé sur OpenGL ES3, ce qui fait que c'est de l'OpenGL embarqué, ce qui fait que ça marche sur Android, ça devrait marcher sur pas mal de plateformes. Et bah, je vous ai montré que c'est en JavaScript, mais vu que c'est utilisé de l'OpenGL, n'importe quel langage utilise OpenGL pourra exécuter le code, même si ben, pour débugger ce sera par contre différent, puisque toute la partie interface est faite en JavaScript. Mais mon programme, en fait, c'est du JSON. Donc JSON, c'est une liste de valeurs avec du contenu, enfin clés et valeurs. Et donc dans ces clés et valeurs, il y a des shaders OpenGL. Ce qui fait qu'on peut récupérer ce JSON, l'envoyer vers du C par exemple, enfin le faire traiter par du C, pour qu'il l'envoie à sa carte OpenGL, enfin sa carte graphique via OpenGL, avec n'importe quelle que soit l'implémentation. Du moment que c'est OpenGL ES3, donc c'est assez vieux, parce que bah, comme ça c'est compatible avec les navigateurs classiques. Et puis c'est surtout, on est presque sûr que ça peut marcher partout. Alors peut-être que des fois c'est sous-optimisé, mais la plupart du temps, les cartes graphiques, elles vont quand même savoir bien, enfin profiter de leur puissance pour pouvoir faire de l'OpenGL classique. Donc ce qui est vraiment à l'usage et vraiment pratique, c'est qu'on voit les changements immédiats sans recompiler, et pourtant c'est quand même optimisé et rapide. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que on peut faire des textures 3D, donc ça peut être sympa pour des tableaux 3D. On peut faire des choses récursives, donc ça j'ai dû tricher un peu, c'est-à-dire que je fais une double texture pour pouvoir tourner en boucle, ce qui permet de faire du calcul récursif, et pour des réseaux de neurones, comme nous on fait, c'est très pratique. Et puis, bon, il y a plusieurs couches, mais ça c'est classique, c'est qu'en général on gère ou du noir et blanc ou du RGBA ou ce genre de choses. Et puis, alors j'ai pas encore bien exploité, mais il y a plein de choses qui en OpenGL sont intégrées pour faire du multi-échelle, et ce qui est aussi très utile en réseau de neurones. Donc ça, je vais l'exploiter plus. Et puis voilà, il y a très peu de dépendances. Donc là, je dépends de Three.js et de GraphViz, mais Three.js, je vais essayer de m'en passer pour être encore plus simple et pouvoir gagner du temps, puisque je m'en sers juste pour pouvoir faire mes cadres, poser mes textures, etc. Donc c'est pas forcément très utile. Après, elle me pose vraiment pas de problème, donc je vais peut-être pas perdre de temps là-dessus, mais ce serait une idée. Puis GraphViz, c'est juste, je sais pas si vous avez vu les blocs qui s'enchaînent, ben, ils sont automatiquement mis en page. C'est pareil, c'est pas indispensable, c'est juste très pratique, et c'est une vieille librairie, donc j'ai pas peur qu'elle ne soit plus d'actualité. Et c'est que pour l'interface, hein. Ça n'a pas d'utilité dans le calcul. Donc, dans ce que je vous ai montré, par exemple, le CPU il est quasiment pas utilisé puisque tout est la carte graphique. Donc il va être utilisé si jamais il va falloir qu'on revienne, c'est-à-dire quand je vais vouloir envoyer
à ROS des informations, je vais être obligé de redescendre sur le CPU et ensuite renvoyer plus classiquement par le réseau. Et comment dire, oui voilà, ça ce que je vous disais, c'est que l'interface graphique est en JavaScript, mais on pourrait l'imaginer en n'importe quel autre langage. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut imaginer un mini-serveur, enfin, ça c'est ce que je fais, sur le robot, HTTP par exemple, et on se connecte avec un téléphone via le Wi-Fi, pof, ça y est, on a accès. Et d'ailleurs, ah oui, je ne vous ai pas fait la démonstration, mais si vous voulez, vous pouvez vous connecter à ce site-là. Oui, c'est ça, blur.org /neuraldoc pour voir cette petite démonstration marcher sur votre téléphone ou n'importe quoi, sans avoir rien à faire. Ça fonctionne, vous pourrez changer les... Alors, après, il faut un peu se documenter pour savoir comment on fait pour changer les paramètres, mais voilà, l'idée c'est que c'est immédiat. Bon, ça, voilà. Pardon, ça c'est la fin. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Donc je vais en profiter pour la présentation d'après. Enfin, non, peut-être vous avez des questions d'abord. On va déjà voir. Pardon. Il y a des questions sur ça. Ah oui, pourquoi je voulais présenter ici, alors que c'est quand même assez frais encore, etc. C'est que je voudrais en faire un projet, éventuellement, voilà, s'il y a des gens que ça puisse s'intéresser, que les gens l'utilisent ou le développent. Et puis je voulais avoir vos retours sur est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant, si oui, dans quel sens, comment on fait pour le connecter au reste. Par exemple, il y a OpenCV pour JavaScript qui fonctionne très bien, mais plus sur le CPU. Et puis il y a le WebAssembly maintenant est assez populaire pour faire des trucs assez efficaces directement en ligne. Alors c'est l'opposé de mon approche habituelle, hein. Moi je suis plutôt sur le C, bas niveau, etc. Mais il faut avouer que ça fonctionne pas mal, quoi. Et voilà. Donc s'il n'y a pas de questions. Moi j'ai une question. Peut-être que j'ai pas suivi assez attentivement, mais je ne vois pas comment est-ce que tu sors le résultat autrement que sous forme graphique à l'écran. Est-ce que par exemple dans le lien cross, tu récupères des données de ROS, mais est-ce que dans le WebSocket, tu peux aussi publier un topic avec ton résultat, ou comment ça marche? C'est la complexité d'utiliser OpenGL et pas de trucs plus spécifiques WebGPU. Mais WebGPU, c'est pas encore bien sorti, donc il y a une solution, c'est effectivement de le mettre sur une texture que tu sors, mais tu peux sortir virtuellement à l'écran. Avec Three.js, par exemple, c'est très facile. Et tu as des limitations, c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes ou du RGBA ou du R tout court, enfin ou alors une seule dimension. Ce qui n'est pas très très grave au sens où après toi-même, bon, tu as tes datas, tu peux les restructurer. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'ai en fait dans mon Euros de sortie, il y a inclus un shader spécifique qui prend ton résultat, qui le met en forme et qui te l'envoie. Et oui, c'est pas très élégant. Mais par rapport à des systèmes, à la WebGQ, à Vulkan, enfin tous les trucs qui sont faits pour ça, là ça marche partout et ça c'est vraiment un gros avantage qui fait que je pense que c'est pas si grave parce que tu as un tableau de une ou quatre valeurs, c'est la plupart du temps ce que tu auras besoin, j'imagine, pour le faire. Mais ouais, c'est pas élégant, c'est pas beau. Et pour entrer c'est plus facile parce que c'est une texture que tu peux mettre dans un tableau et tu lui envoies la texture, c'est mieux fait dans ce sens-là, effectivement. Et toutes mes textures individuellement, mais ça c'est grâce à Three.js, la librairie qui est vraiment bien faite pour ça, où on peut rendre le résultat dans une texture au lieu de le mettre à l'écran. Et donc ça, pour la passer au truc suivant, du coup ça rend les choses très faciles. Et ce qu'on voit pas et que j'ai un peu triché, mon affichage, c'est un seul contexte OpenGL. Donc en fait, c'est une seule image. Parce que si on a plusieurs contextes OpenGL, il est obligé de repasser par le CPU pour se passer les informations. Que là, toutes les textures sont dans la mémoire de la carte graphique et elles n'ont jamais besoin de bouger. Mais bon, c'est juste des problèmes d'affichage. Mais effectivement, j'ai dû tricher comme ça pour que mes textures n'aient pas besoin de faire d'aller-retour, quoi. Et du coup, là, il n'y a jamais d'aller-retour. Enfin, ça passe quasiment jamais par le CPU, sauf quand on veut sortir sur le réseau ou autre. Non, c'est bon. Bon, alors je vais prendre l'avance sur la présentation d'après. Si tu me diras quand tu stops, parce que là, c'est du bonus. Hein. C'est que, alors, pourquoi je cherche à faire ça déjà parce que pour un point de vue éducatif, enfin pour avoir des outils pour pouvoir tester,
Et puis c'est aussi dans l'idée de pouvoir réutiliser le maximum de matériel sans avoir besoin de passer trop de temps à adapter à chaque matériel qui est différent, qui a besoin de son compilateur, son chose comme ça. Donc là, ça peut fonctionner partout. Donc une Raspberry où on peut exploiter quand même la carte graphique qui est pas très puissante, mais c'est toujours ça de prix, etc. Et puis c'est très efficace d'utiliser la carte graphique, donc de toute façon, donc ça c'est pas mal. Et ça c'est dans le but de faire, entre autres, la partie vision que je vous ai montré au tout début, c'était pour faire des robots, enfin pour aider à participer à un projet d'une flotte de robots qui va dans le désert, enfin à la frontière du désert, pour aider à la replantation et la reforestation. Et ça c'est suite à un projet, enfin c'est suite à un thème que j'avais parlé, j'ai organisé une journée sur les défis de la robotique et de l'écologie en décembre, avec 2RM d'ailleurs. Et je vous en parle maintenant, alors c'est un peu artificiel le fait que je vous en parle, mais c'est parce que tout à l'heure on va vous faire une présentation sur les low-tech, et vu qu'elle sera longue, j'en profite de déjà commencer à vous poser la problématique. Donc le truc c'est qu'on va faire des choses de plus en plus efficaces, ça c'est sûr, et ça fonctionne et on y arrive bien, mais on en consomme aussi de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on essaie de parler de réutilisation de ce qui existe déjà, et de rendre les choses beaucoup plus accessibles, et puis si possible beaucoup plus durables, c'est-à-dire pas avoir forcément besoin de changer d'ordinateur ou de technique. Et là je vous mets un des exemples d'une raison de le faire, c'est qu'on se dit toujours ah oui mais les techniques s'améliorent, donc le problème ou du réchauffement climatique ou de l'énergie ou de la sécheresse, maintenant on peut choisir malheureusement nos problèmes qu'on a envie de viser. Ils vont être résolus par plus de techniques. Et en fait, on s'aperçoit qu'historiquement, effectivement, il y a toujours des nouvelles méthodes. Il va y avoir du renouvelable, il va y avoir du gaz après qu'il y ait eu moins de pétrole, il y a eu du charbon une fois qu'on utilisait. Enfin, on n'a pas arrêté d'utiliser le bois pour autant. Et vous voyez que tout s'ajoute les unes derrière les autres. Et même le nucléaire, hein, il s'est mis ici, mais ça n'a pas empêché le reste de continuer aussi, etc. Et le renouvelable qui est très récent, bon bah même histoire, le reste continue de monter aussi. Et voilà, donc là j'essaye de préparer le terrain pour ce qu'on discutera cet après-midi, enfin tout à l'heure, sur le fait que il va vraiment falloir qu'on se motive à essayer de réutiliser ce qu'on a, plus à essayer de faire des choses de plus en plus efficaces, mais puisque c'est efficace, on va avoir tendance à plus l'utiliser. Par exemple, en 1886, j'en profite du temps, hein, c'est pour ça que en 1865, voilà, il y a Jevons, donc c'est un chercheur enfin un ingénieur qui est en train d'étudier l'évolution du charbon, comment est-ce qu'on allait en avoir, etc., avec les machines à vapeur. Et lui, il s'est aperçu non seulement que plus les machines à vapeur allaient être efficaces, plus on a utilisé de machines à vapeur normales, mais en plus on allait encore plus consommer de charbon. Et à l'époque, on se disait, ben non, les machines à vapeur vont s'améliorer, donc forcément, on va consommer moins de charbon, plus de problème. Et vraiment, c'est lui qui a montré l'effet robot, donc vraiment en 1865, il y a longtemps, et il a écrit vraiment texto comme ça. On pense que plus les machines à vapeur seront efficaces, moins on utilisera de charbon. C'est exactement l'inverse qui est vrai, puisque plus elles sont efficaces, plus on va les utiliser, plus on va les mettre partout, etc. Et c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas été démenti. Et là, on parle du charbon, mais voilà, on peut parler de toutes les autres énergies, les unes derrière les autres. Alors, je pense que j'ai assez fait l'introduction quand même, j'ai assez parlé. Mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la suite de cette discussion avec Jonathan. Merci.